BFM Business, l'heure H, l'invité. Notre invité, c'est Philippe Vigier, président du groupe UDI à l'Assemblée nationale. Philippe Vigier, merci d'être avec nous. Beaucoup de questions politiques et puis questions aussi sociales avec la politique de l'emploi. Vous nous direz comment vous voyez les choses. Philippe Vigier, peut-être d'abord sur la déchéance de nationalité. Déclaration tout à l'heure du président du groupe PS à l'Assemblée nationale, Bruno Le Roux, qui dit il n'y a plus de malentendu avec le gouvernement parce qu'on sait qu'il y a une nouvelle mouture du texte justement sur la déchéance de nationalité. Quelle est la position de l'UDI et votre position, Philippe Vigier? Écoutez, depuis le début à Versailles, nous avons dit tous les propos du président de la République, tous ces propos l'engagent pour ce texte qui sera examiné dans l'hémicycle vendredi prochain. Deux choses, l'inscription dans la Constitution de l'état d'urgence, et on a fait des propositions pour que le Parlement joue son rôle de contrôle de l'action gouvernementale, et deuxièmement, la déchéance d'une nationalité pour tous, pas de distinction entre les Français qui sont nés en France et ceux qui sont arrivés 10 ans plus tard ou qui sont nationalisés depuis, avec une nationalité depuis moins de 10 ans. Pas de distinction entre les deux. Et on voit qu'il y a un film qui est en train de se dérouler depuis quelques jours où la mouture change. Et on verra en fait, on a même appris tout à l'heure que c'est vendredi matin que la version définitive du gouvernement sera connue par les parlementaires. Donc si j'osais prendre une expression, nous sommes un peu dans le brouillard, on avance sans vraiment voir où nous allons. Pourtant, il faut une réponse au terrorisme. Nous avons dit que nous étions prêts à soutenir le gouvernement dès le moment où les choses seront stabilisées, seront claires et que l'on entendra nos propositions. Et donc à ce moment-là, vos propositions, notamment, c'est de limiter à 4 mois l'état d'urgence. Notamment. Là, on l'a largement dépassé, évidemment. Non, c'est faire en sorte que si l'état d'urgence est mis en place par le gouvernement, au bout des 12 jours, 4 mois après, le Parlement doit donner son accord au gouvernement pour prolonger l'état d'urgence. Deuxième chose à laquelle nous tenons beaucoup, c'est le fait que doit être marqué noir sur blanc dans la Constitution le contrôle que pourront exercer le Sénat et l'Assemblée. Et enfin, une disposition à laquelle on tient, c'est qu'il ne puisse pas y avoir de dissolution de l'Assemblée nationale, naturellement, pendant l'état d'urgence. Mais ce qui est plus important, c'est évidemment la déchéance pour tous. Et puis, il faut être capable de frapper celles et ceux qui, par exemple, vont faire le djihad et qui reviennent sur notre territoire. Ils ne peuvent pas revenir avec les mêmes droits que des Français comme vous et moi. Ouais, les frapper de quoi? D'indignité? D'indignité, c'est-à-dire qu'une perte d'un certain nombre de droits civils, civiques. François Fillon était ce matin sur BFM Business. Lui, on sait qu'il est depuis toujours, ce qui n'a pas été le cas par exemple d'Alain Juppé, ou qui était plus versatile peut-être sur cette question de la déchéance de nationalité. On sent quand même que du côté des Républicains, qui dans un premier temps étaient favorables à cette déchéance de nationalité, ils sont en train de revenir là-dessus. Vous pensez que ça va passer ou pas, ce texte? Mais en fait, ce qui se passe, c'est d'abord, c'est à François Hollande à rassembler ses troupes. Et la gauche, où est-elle? C'est une gauche qui est éclatée, une gauche qui, on voit bien, est en train de modifier les mots un à un pour essayer de se retrouver sur un vote impossible. Et c'est nous qui devrions derrière être des supplétifs? Non. Nous, ce que nous voulons, c'est participer, dans le cadre de l'unité nationale, ce que nous avons dit, à faire en sorte que les engagements pris par le président soient respectés, c'est-à-dire qu'une mesure certes symbolique, mais une mesure forte, parce que imaginez, déchoir quelqu'un de la nationalité, c'est quelque chose d'important. C'est pas uniquement le symbole, c'est tous les droits afférents à cette nationalité. Donc on va voir, entre guillemets, le point d'atterrissage du gouvernement, mais nous ne sommes pas là pour une majorité introuvable pour François Hollande. Oui, mais la décision, elle sera politique ou sur le fond? C'est-à-dire que, vous dites, on ne veut pas être une force d'appoint. Si jamais il manque effectivement quelques sénateurs ou députés à la gauche, mais en même temps, là, vous êtes dans la politique, vous n'êtes pas sur le fond. Oui, mais nous ne sommes pas en train de faire de la politique politicienne. Le président de la République a tenu des propos à Versailles. Oui. Il doit être fidèle à ses propos. D'ailleurs, nous lui avons rappelé lorsque nous sommes allés le voir il y a quelques jours dans son bureau. Et pourquoi tout d'un coup ce texte est en train d'évoluer? Parce qu'il a une majorité ou plutôt une minorité introuvable chez lui. Cette notion d'apatridie, imaginez quand même que dans le texte figure quoi? Le fait qu'on peut déchoir un mononational, mais il n'y a pas d'apatride. C'est impossible. C'est imposible, parce que nous n'avons pas ratifié en plus cette fameuse convention de 1961. Donc on voit bien que la France ça ramène, ratifier cette si vous voulez, ça ramène à une chose, c'est beaucoup d'improvisation. Nous disons une chose, le terrorisme nous menace, comme il menace beaucoup de pays de l'Union européenne. Il faut se protéger. Passer par la Constitution, c'est faire en sorte que demain, il puisse y avoir des garanties apportées, qu'on ne puisse pas faire tout et n'importe quoi. Et nous souhaitons que ce soit le juge administratif, j'ai dit bien le juge administratif, qui prononce cette peine de
des chances de nationalité. Philippe Vigier, on va rappeler que vous étiez candidat dans la région centre, en l'occurrence aux élections régionales. Bon, vous avez été battu. Perdu un peu plus de 7000 voix, ça peut arriver. Voilà, exactement. Donc, c'est vrai qu'on pariait plutôt sur votre victoire, en l'occurrence. Donc, ça a été un peu une surprise. C'est une belle victoire en Eure-et-Loire quand même. Est-ce que vous avez, sur la politique de l'emploi, donc évidemment, vous n'étiez pas à Matignon sur cette question de savoir s'il fallait régionaliser ou pas la politique de l'emploi et notamment Pôle emploi, mais quelle est votre position justement, parce que vous êtes un des personnages clés quand même dans l'opposition mais de la région? Écoutez, c'est très simple. Qu'est-ce qui se passe? Le chômage en France augmente sans arrêt. Moi, je ne crois pas à l'idée simple selon laquelle Paris s'occupe de tout, en clair le gouvernement central qui s'occupe du développement économique. La compétence pleine et entière a été donnée aux régions qui ont en charge l'apprentissage, la formation professionnelle et quasiment toutes les aides aux entreprises. Il faut maintenant, de façon efficace, rapprocher demandeurs d'emploi et entreprises. Et on le voit bien sur le terrain. Il fallait donc donner plus de compétences, par exemple faire en sorte que Pôle emploi voit ses compétences affectées aux régions, données aux régions, de manière à ce que l'intégralité de la politique de formation et d'emploi soit dans les mains des régions. Il n'en demeure pas moins que l'État aurait conservé, par exemple, une vision sur la notion des contrats de travail avec les partenaires sociaux. En revanche, la déclinaison du développement économique, c'est pas à Paris, c'est dans les territoires que ça se passe. C'est dans les territoires. Et donc les régions pouvaient jouer un rôle vraiment majeur et elles ne le joueront pas. Juste une question aussi, ça fait plusieurs fois qu'on interroge des parlementaires sur cette question, la question du RSA, puisque vous êtes en Eure-et-Loire. Est-ce que le RSA, on voit bien que certains départements, c'est évidemment plus en Seine-Saint-Denis, dans des régions urbanisées, ce qui n'est pas le cas de l'Eure-et-Loire, mais que certains disent c'est plutôt au niveau régional qu'il faudrait peut-être verser, que le RSA soit géré, parce que certains départements n'auront plus les moyens. Non, mais ça sert à rien vous déplacer le problème si vous gérez le RSA, par exemple, pour la région Centre-Val de l'Eure, à Orléans. Le problème n'est pas là. Augmentation du nombre de chômeurs, précarisation, ce gouvernement, je le rappelle, encore cette année, en 2015, 100 000 chômeurs de plus. Le seul pays qui a autant décroché de tous les pays de l'Union européenne. Échec total de François Hollande. L'inversion de la courbe, ce ne sont plus que des mots. Le drame, c'est qu'on vient de dire à l'instant, il fallait mettre les régions au cœur de l'emploi et il faut une deuxième chose. C'est peut-être ce qui va se passer. Il faut une deuxième chose. Mais il y a une deuxième chose que les régions ne peuvent pas faire. C'est ce choc de compétitivité. C'était quoi? C'est cette TVA sociale, TVA compétitivité que nous avons porté, nous les centristes, depuis de longues années. Oui, mais qui a été voté au tout dernier moment. Je suis d'accord, mais je suis de ceux qui l'ont porté, notamment avec Charles de Courson, et j'ai regretté à l'époque que Nicolas Sarkozy ne soit pas allé plus loin. Mais vous voyez, François Hollande a fait son mea culpa il y a quelques mois en disant on aurait dû le faire. Chiche, on y va. Baisse des charges sociales. Guillaume Paul. Non, mais justement, vous devancez un peu ma question. C'est bien beau de demander des prérogatives pour piloter ces politiques, mais est-ce que vous avez les moyens derrière? Est-ce que vous les avez? Est-ce que vous les aurez? Parce que forcément, les régions sont plus grosses, mais pas forcément dotées des moyens qui vont. Il ne faut pas confondre deux choses. Les moyens de la formation et de l'apprentissage, c'est 30 milliards d'euros. Oui. Ça, vous pouvez tout donner aux régions. Oui. Et deuxièmement, ce que je viens de dire à l'instant, le choc de compétitivité. Droit du travail, code du travail, coût du travail. Et ça, le coût du travail, c'est au niveau des partenaires sociaux et au niveau du gouvernement. Tant que vous ne mettrez pas en place une TVA compétitivité, au moment où les frontières sont ouvertes comme elles le sont, la France perdra des parts de marché. C'est ce qui se passe dramatiquement dans l'agriculture. Regardez où nous en sommes. C'est un véritable drame car il n'y a plus aucune marge. Or, le coût du travail, prenons juste cet exemple pour les agriculteurs. En Allemagne, il n'y a pas de SMIC dans l'agriculture. Non, il y a de l'exploration maintenant dans l'industrie. Absolument, oui, mais le SMIC dans l'agriculture en Allemagne, il est à 4 euros, 5 euros de l'heure. Oui. En France, c'est combien 11, 12 euros. Ça veut dire quoi? Que la compétitivité des entreprises françaises dans l'agroalimentaire, évidemment, est en situation très défavorable par rapport à l'Allemagne. Et ça, vous pouvez le reproduire sur beaucoup de secteurs d'activité. Vous voyez donc, chacun son rôle. Les régions, la proximité, le développement économique, l'accompagnement des entreprises, l'apprentissage. Cette voie qu'il faut vraiment encourager et qu'on ne fait vraiment pas, avec notamment sur le problème de l'apprentissage, toutes les contraintes que vivent les apprentis et les chefs d'entreprise qui les accueillent. Philippe Vigier, justement, je voulais vous poser cette question sur les agriculteurs, parce qu'on voit bien que le mécontentement ne faiblit pas du tout et que la FNSEA, cette fois-ci avec Xavier Belin, ne demande pas aux agriculteurs de rentrer chez eux. On sent que c'est en train un peu de monter en France. En Eure-et-Loire, vous avez beaucoup d'agriculteurs. Quelle est la solution? Parce que tout le monde dit qu'il faut regarder au niveau européen, il faut revoir les filières. J'ai envie de dire, c'est un peu ce qu'on entend depuis très longtemps et rien ne bouge. Est-ce qu'il ne faut pas quand même inciter les agriculteurs à peut-être atteindre une taille plus critique? C'est pas le problème de la taille.
Je sais pas, certains disent pas le que c'est problème. de la Si vous taille. regardez les 5 dernières années, les exploitations ont grandi en taille. Donc c'est pas le sujet. Le sujet c'est quoi? Il faut des mesures d'urgence où l'Europe doit être solidaire. 2, sur l'affaire des éleveurs Qu'est-ce que laitiers. ça fait des mesures d'urgence? Des mesures d'urgence de soutien aux agriculteurs en France et dans d'autres. Il y a eu un plan avec. Mais pardonnez-moi, il y a un autre soutien. Mais vous avez des agriculteurs qui n'ont même plus un SMIC, qui ne peuvent plus se nourrir, qui font face à des échéances qu'ils ne pourront pas payer. Donc ça c'est l'urgence et l'Europe doit être solidaire. Je rappelle qu'il y a 40 ans, vous savez, il y avait le beurre d'intervention lorsqu'il y avait trop de lait qui était produit. On créait des montagnes de beurre pour faire quoi? Pour réguler les marchés. 3 erreurs européennes folles, supprimer les quotas. C'est une folie absolue. Et c'est vrai, un gouvernement de droite qui à l'époque l'a porté. Oui. Je le mais il Oui. faut savoir reconnaître dans la vie politique ses erreurs. On l'avait dit à l'époque, Philippe Vigier, tout le monde disait... Et 4, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ce pays en particulier, c'est la structuration des prix. C'est un producteur, un transformateur, un distributeur. Voilà. Et là, la structuration ne fonctionne pas, parce que regardez le prix du lait, il est toujours payé à 40 centimes, et la barrique, elle a augmenté de 1 litre, elle a augmenté de 10 centimes d'euros. Mais et donc c'est là où je veux dire, il faut revoir la filière. C'est une politique de filière. Alors c'est une caractéristique. Obliger les distributeurs peut-être, la grande distribution. Je vais vous dire une chose très simple. L'agriculture est mal organisée en termes de filières. C'est ce que dit d'ailleurs Xavier Belin. Il faut structurer les filières dans l'agriculture comme on le fait dans l'industrie. Ça fait combien de temps que vous êtes président général de Eure-et-Loir? On en parle depuis longtemps de cette... Mais regardez, si vous prenez les céréaliers, ils sont mieux organisés en termes de filières. Oui, ça c'est sûr. Guillaume. Je reviens un petit peu en arrière. C'est Philippe Richard qui était à votre place hier soir, président de la région Grand Est. Et il nous a parlé spontanément, sans qu'on lui pose la question, de Pôle emploi. Pareil pour vous ce soir, vous nous parlez de Pôle emploi. Est-ce qu'il est en train de se monter, on ne va pas appeler ça une cabale, mais voilà une manœuvre pour essayer de pousser à la régionalisation des missions de Pôle emploi, voire autre chose finalement? C'est pas un problème de cabale, c'est d'être efficace. Vous avez des hommes et des femmes qui sont au chômage, qui n'ont pas de boulot. Vous avez des entreprises qui proposent des emplois. Lundi matin, vous voyez, il y a quelques jours, en Eure-et-Loir, dans ma circonscription, on a une entreprise de logistique qui va proposer 250 emplois en CDD. C'est déjà mieux que rien. Je vous assure, le travail qu'il faut faire avec Pôle emploi, même s'ils mettent du leur, et Pôle emploi ne peut pas le faire, ça vous le dites. Pas suffisamment. Pour ça qu'il y a des boîtes d'intérim qui le font. Ça veut dire quoi? Il faut rapprocher Pôle emploi et il faut simplement un pilotage unique de tout cela. Vous ne pouvez pas avoir 4 décideurs dans une politique d'emploi. Ça ne marche pas. Quand vous faites un journal, vous avez un rédacteur en chef. Ça se passe comme ça. Voilà. Il faut dans une entreprise qui a un chef, on organise les choses, chacun apporte sa contribution et là on est efficace. On ne peut plus se disperser. C'est le drame du chômage, c'est la déstructuration de la société française. Et après il se passe une chose. Vous avez vu dans les urnes ce qui s'est passé en mars et en décembre aux élections régionales. Ouais. Philippe Vigier, vous êtes... alors évidemment vous êtes pour un candidat à UDI, j'imagine. On se pose la question autour de... Je suis pour des choses très simples que j'ai dit depuis plusieurs mois. Premièrement, une organisation des primaires de la droite et du centre, donc que l'UDI puisse participer à ces primaires, et je ferai partie de celles et ceux qui iront voir les responsables des Républicains pour fixer les conditions des primaires pour que ça marche. Il faudra un accord de gouvernement, il faudra aussi un accord sur un certain nombre de réformes de fonds. Vous savez, on les a évoquées, vous avez parlé de TVA, compétitivité, comment sortons de ce piège des 35 heures, comment on réforme l'éducation nationale. Sur ces sujets, on doit être capable de s'entendre. Après, on verra ce qui se passera, il y aura peut-être des candidats UDI aux primaires, en tout cas ça serait bien que ma famille politique aux primaires puisse avoir des candidats. Et sinon, celui qui est le plus proche de vous, c'est quoi, Philippe Vigier? J'ai toujours été très proche d'Hervé Morin, tout le monde le sait, aucune difficulté, mais on a également Christophe Lagarde qui pourrait tout à fait être candidat aux primaires de la droite et du centre. Quels sont les liens de l'UDI avec le MoDem? Parce que je vous avoue, c'est pas très clair aujourd'hui. Il n'y a pas de lien particulier. Il n'y a pas de lien particulier du tout. Écoutez, prenons les événements récents. Oui. Liste régionale, il y avait les Républicains, il y avait l'UDI, il y avait le MoDem. Dès le moment où François Bayrou a clarifié sa ligne politique, dès le moment où il a expliqué que le gouvernement nous emmenait dans le mur, on doit être capable de se rassembler. En tout cas, juste un mot. On sait déjà que Marine Le Pen sera au deuxième tour des présidentielles si ça continue comme ça continue. Or, on sait que le Parlement ne travaille plus. Il n'y aura pas de réforme de fond. J'écoute M. Macron, c'est très bien. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Il ouvre des voies, mais derrière les résultats se font attendre. Donc il faut faire en sorte qu'on soit capable de se rassembler pour ces primaires. Merci beaucoup Philippe Vigier d'avoir été avec nous, président du groupe UDI à l'Assemblée nationale pour l'instant. Merci. Dans un instant, c'est Fabrice Lundy et c'est Décodeur. Nous on se retrouve demain pour Midi le H.